Bonjour. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de la peinture flamande. Ensuite, nous étudierons des artistes spécifiques dans la prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que cette peinture flamande? Pour le savoir, il faut d'abord revenir à la notion de Flandre, ce qui est passablement compliqué, même encore aujourd'hui. Alors, au départ, la Flandre, c'est un comté qui appartient au lignage des Baudouins. Ça doit vous dire quelque chose, le nom de Baudouin. Pensez au roi des Belges, par exemple. C'est un lignage de noblesse franque, c'est-à-dire c'est les Francs, hein, pour vous préciser. Donc les comtes et les comtesses se succèdent pendant tout le Moyen Âge, et puis après avoir régné sur quelques comtés environnants, la maison de Flandre monte en puissance, et puis ensuite elle s'éteint à la fin du XIIIe siècle. Alors ensuite, globalement, le comté va passer sous l'autorité de diverses choses, donc du Saint-Empire romain germanique, qui a une espèce de superstructure de l'époque qui rassemble énormément de pays sous l'autorité d'un empereur. Au fil de l'histoire, ensuite, se succèdent divers résidents, si j'ose dire, du comté de Flandre, comme les Autrichiens. Ensuite, il y a l'Espagne, il y a la Hollande. Alors, le pays est divisé, il est recomposé, il est morcelé dans tous les sens. Il y a ce fleuve, hein, qui s'appelle l'Escaut. Alors, tantôt c'est l'une des rives, tantôt c'est l'autre. Et finalement, c'est une vraie mosaïque de pouvoirs successifs. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, l'héritage des Flandres, ce soit l'enjeu de débats qui divisent beaucoup, mêlés d'ailleurs à des considérations culturelles et linguistiques diverses. Alors, vous avez plein de mouvements qui veulent soit reconstituer la Flandre historique, soit reconstituer une grande Belgique. Enfin, il y a toutes sortes de tendances qui relèvent finalement de cette histoire complexe. Alors, on peut dire, en exagérant un peu, que même aujourd'hui, finalement, personne, y compris les Flamands, les Néerlandais, que sait-on, on dit la langue néerlandaise, hein, on ne dit pas le flamand, on dit le néerlandais. Vous voyez, ça se complique au niveau linguistique. Donc, personne ne sait exactement, finalement, ce que c'est que les Flandres. Ça reste une sorte. C'est un peu comme l'Orient. Vous voyez, au 19e siècle, l'Orient, c'était une nation très, très vague, basée sur l'idée du voyage des peintres et des artistes dans des contrées qui pouvaient être aussi diverses que, par exemple, le Maroc, l'Algérie, mais aussi bien toute autre région d'Afrique. Et puis ensuite, l'Orient, il y a eu l'Extrême-Orient qui se distinguait de ce nébuleux Orient qui recouvrait aussi des pays comme l'Égypte. Enfin, c'était très, très flou, hein. Bon, c'est un peu pareil pour les Flandres. Alors revenons à la peinture dite flamande. Alors là, au contraire, c'est très précis. C'est du 15e au 17e siècle. Et pendant que vous avez toutes sortes d'histoires de pays déchirés, d'histoires de frontières, de bagarres entre les Espagnols et les autres, etc., finalement, les Flandres, ça devient un pôle. C'est la région qui produit des tas de peintres extrêmement intéressants et qui attire du coup beaucoup d'autres peintres. Donc, il rayonne dans toutes les cours européennes à l'époque. La peinture flamande est extrêmement appréciée dans toute l'Europe. Donc, c'est vraiment un haut lieu que les principales villes des Flandres à l'époque, qui par ailleurs développent une activité commerciale extrêmement forte et puissante. Alors, quels sont les facteurs qui ont fait que les Flandres sont devenus vraiment un lieu extrêmement important pour la peinture à l'époque? D'abord, c'est l'utilisation nouvelle de la peinture à l'huile au XVe siècle, qui est très importante. Ensuite, c'est des gens qui ont su, quand il y a eu l'influence très grande de l'Italie au XVIe siècle, enfin au XVe, XVIe siècle, les gens des Flandres ont eu à cœur de voyager, d'aller voir, de rencontrer les Italiens, de les faire venir, etc. Et donc tout ça sur fond de division du territoire, de guerre de religion, de combats terribles, se développent plusieurs écoles. Alors par école, on veut dire simplement regroupement, hein, regroupement de peintres. Donc par exemple au XVIIe, vous avez l'école d'Anvers qui va nous intéresser autour de la ville d'Anvers, qui est un vrai centre économique, hein. Vous savez, les fameux diamants d'Anvers, les diamantaires, le commerce des Indes à Anvers, enfin les Indes orientales, hein, comme on disait à l'époque, enfin les produits de luxe qu'on importe. Bref, il y a tout un climat à la fois politiquement désastreux, hein, puisque c'est des guerres et des combats à n'en plus finir, et en même temps un développement du commerce, notamment autour d'un certain colonialisme, il faut bien le dire. Et du coup, ça devient un centre artistique
sous l'influence de Rubens. Alors ça, c'est à Anvers. Alors à Anvers, ils ont une bonne école de peinture très sérieuse qui s'appelle la Guilde de Saint-Luc, et c'est la garantie de la qualité du travail et de la bonne réputation. Alors Rembrandt, lui, pour prendre un autre pôle, lui, il n'est pas à Anvers, mais il est à Leyde, donc Leyde. Donc c'est l'école dite hollandaise et on a appelé ça le siècle d'or néerlandais. Il a fait toute sa carrière à Amsterdam. Quant à Vermeer, qui passe aussi pour un peintre flamand, il n'a jamais quitté la ville de Delft, dont il est Vermeer de Delft. Donc vous voyez, différentes pépinières, différents endroits, mais partout, finalement, la même logique qui est très particulière et qui va permettre de caractériser, j'en viens maintenant à cela, la peinture flamande. Alors, je vous l'ai dit que c'était une garantie de qualité de travail, une bonne réputation. Et en fait, ce qui est important, c'est le travail bien fait et quelque chose comme l'importance du système des commandes, les négociations et le rôle du chef d'atelier qui fait surtout de la communication et de la vente. Alors, il se passe quelque chose à l'époque qu'il va falloir expliquer plus précisément et je me suis beaucoup basée sur le livre très très rarement cité de Svetlana Alpers, qui a écrit un livre intitulé L'atelier de Rembrandt, la liberté, la peinture et l'argent. Ça va être fichtrement important, cette histoire d'argent, notamment en ce qui concerne Rembrandt. Alors Rembrandt, c'est typique de ce qui se passe ailleurs. Et les peintres qu'on va voir, les peintres flamands et flamandes, hein, on va voir Clara Peters, qui ont travaillé à l'époque, il faut bien se mettre dans la logique de l'époque. Le rapport à la peinture n'est pas du tout un truc romantique, comment dire, le génie méconnu, sombre et mystérieux qui crée son art, etc. Tout ça, c'est des visions romantiques. Et d'ailleurs, pour Rembrandt, ça a été une vision très, très importante à cause de ses autoportraits principalement, qui donnent une impression presque tragique, hein, par moment, ou du moins qui a été lue comme tragique. Mais en réalité, on n'y est pas du tout. En fait, le grand maître, c'est vraiment un directeur d'agence. Vous voyez, actuellement, il existe des agences de publicité et vous avez des patrons d'agence. Et autour des patrons d'agence, des tas de gens qui travaillent et comment dire, qui signent du nom de l'agence en quelque sorte, enfin qui n'ont pas de signature propre. Les graphistes qui travaillent pour une agence ne travaillent pas en leur nom propre, ils travaillent au nom de l'agence et leurs créations sont signées de l'agence. Alors, vous voyez, ce système qui nous paraît si courant aujourd'hui, il commence à être mis en place, hein, à l'époque. Et chez Rembrandt, c'est particulièrement notable. Alors, je parle là des peintres dans des grands ateliers. Donc, ça va être Rubens et Rembrandt, hein, par exemple. Mais parlons surtout de Rembrandt, parce que là, on a de la documentation très précise à travers le livre que je viens de vous citer. Donc, en gros, on attribue à Rembrandt des tas de tableaux. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Mais c'est pas possible. Il y a des milliers de tableaux de Rembrandt. Et puis après, au fil des études, comment dire, iconographiques, des études d'histoire de l'art, de l'approfondissement de la connaissance du travail de ce peintre, on va les désattribuer car ils sont faits par des élèves. Qu'est-ce que c'est que ces élèves? Il y en a environ 50 dans l'atelier, tous dans une grande maison où travaille également Rembrandt. Et il y a en plus des assistants et il y a en plus des gens qui viennent de l'extérieur, hein, vous voyez, qui viennent voir, en gros, des copains, des amis qui viennent voir, travailler un peu. Et il y a énormément de filles. Alors, la situation des filles est très intéressante à l'époque. À l'époque, vous avez des grades, hein. Vous avez maître, apprenti, compagnon, maître. Donc, apprenti, c'est le stade le stade de l'apprentissage, comme dit son nom. Ensuite, compagnon, ça veut dire que vous êtes haussé au rang de véritable second du maître, qui est donc le chef d'atelier. En réalité, les filles, on les bloque. Alors, les filles, c'est les filles des patrons, des gens qui travaillent là. On les bloque au stade d'apprenti. On les empêche de passer compagnon et maître ou compagnonne et maîtresse. Ça n'existe pas. Elles restent apprenties. C'est bien pratique parce que du coup, elles sont exploitées dans les ateliers avec un talent qui est supérieur à celui d'un apprenti. Enfin, elles connaissent plus de choses, elles savent faire plus de choses. Mais malgré tout, elles restent bloquées. C'est tout bénef parce qu'il n'y a pas besoin de chaperon, de duègne. Elles restent à la maison. S'il y a besoin de prendre des cours pour apprendre un peu mieux la peinture, les cours sont faits à la maison et donc elles sont en quelque sorte claquemurées dans la baraque pour travailler sous l'ordre du maître qui est très souvent leur père, leur oncle. Enfin, vous voyez, on est
dans des situations familiales. Alors ça marche très bien dans certains cas. On peut citer le cas de Maria Robusti, rien à voir avec la peinture flamande, hein, là il s'agit de peinture italienne. Donc on l'appelait la Tintoretta, car c'était la fille du Tintoret, et c'est elle qui a fait tous les Tintorets jusqu'à sa mort à l'âge de 36 ans. Elle est morte en couche, comme beaucoup de femmes à l'époque. Et à partir du moment où elle n'a plus pu travailler, et pour cause, elle n'était plus vivante, et ben voilà, à ce moment-là, c'est clair que ce qui s'est passé, c'est que la qualité des œuvres du Tintoret a baissé terriblement. Donc on a dit: «Oh là là, le pauvre, quel deuil affreux», et cetera. Bon, tout ça, c'est des âneries. C'est pas du tout une question de deuil ni rien, c'est une question qu'il avait perdu, comment dire? Sa fameuse apprentie, qui était, extraordinairement douée et donc qu'il exploitait, terriblement dans le cadre de son atelier. Alors, très intéressant tout ça, et beaucoup plus encore que vous croyez, car finalement, cette Maria Robusta, Maria Robusti, pas A, Maria Robusti, on l'appelait la Tintoretta et elle était appréciée et reconnue dans ce rôle. Alors ça, c'est tout à fait étrange, parce que naturellement, elle ne signait rien, hein, c'était son père qui signait tous les tableaux. Mais ça en dit long, parce qu'aujourd'hui encore, on peut reconnaître le talent d'un graphiste, par exemple, qui appartient à l'agence X ou Z. Il peut avoir un style, le graphiste, hein, ou la graphiste. Donc, vous voyez comment, en fait, ce système qui se met en place à l'époque, alors vous voyez, c'est pas seulement en Flandre, hein, c'est aussi en Italie, etc. Le rapport à la commande privée qui va devenir fondamental ensuite, notamment au 19e siècle en France, on en avait déjà un peu parlé. Et ben, ça commence à se mettre en place et il y a en gros un système de patrons avec des élèves au statut différent, des assistants, des amis, des filles, des vieilles dames, enfin il y a toutes sortes de gens qui travaillent et finalement le chef, il s'occupe pas vraiment de peinture, il s'occupe de tout superviser, il s'occupe peut-être de faire un ou deux schémas en disant là, là tu mettras Noé, là tu mettras l'arche de Noé et là tu mettras une girafe, hein, vous voyez. Donc il donne, il fait des petits schémas, il montre, mais il s'occupe aussi de la gestion générale, il s'occupe des ventes, il s'occupe des commandes et c'est normal, c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans les ateliers. Donc Rembrandt n'est pas spécifique, tout le monde fait ça. Alors on le sait pour Rembrandt parce que pour lui heu, on a des preuves en quelque sorte, enfin on a des témoignages, hein, d'époque. Mais en fait, bon, Rembrandt ne fait pas ses propres tableaux. Alors il fait cependant les petits autoportraits, les petits tableaux, hein, ça c'est lui qui les fait bien sûr, parce que c'est comme des pochades, vous voyez? C'est des petits tableaux. C'est différent les petits et les grands tableaux, hein, dans l'esprit. Mais enfin, il a surtout une activité qu'on pourrait qualifier d'administrative, dans l'atelier. Alors Rembrandt, c'est particulièrement intéressant car il est créateur de sa propre valeur marchande. Donc comment ça se passe? Il initie les élèves à sa manière, à sa façon de faire, à son art, à ce qui est important pour lui. C'est-à-dire, il leur apprend à faire exactement comme il voudrait, lui, que ce soit fait. Et après ça, roule les jeunesses, le travail est fait. Et comment c'est possible un système comme ça? Bah, c'est la question que d'un seul coup on se pose, hein. On a l'impression que là, on est dans quelque chose de très spécifique, hein, par rapport à, je ne sais pas, à la même époque, au XVIIe siècle, disons Mignard, peintre du roi, qui peint des choses pour le roi, la commande, c'est le roi. Là, on n'est pas dans cette histoire-là, hein. Il y a une mutation chez les commanditaires, c'est plus les mêmes commanditaires. Qui sont ces commanditaires? C'est des gens qui commandent des tableaux pour leur maison et du coup, on va arranger un peu les choses, hein. C'est-à-dire les traditionnels thèmes bibliques vont être revus, si je puis dire, à la sauce familiale. Donc Rembrandt, c'est le problème de l'argent, 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 l'argent. Il s'inscrit dans le marché, il négocie et il fait de ses tableaux une marchandise. Il avait des parts de navires et des actions de la Compagnie des Indes orientales, lui aussi, hein. Donc c'est un spéculateur à une époque où c'est dangereux de spéculer. C'est pas comme aujourd'hui où à tous les coups on gagne, vu la violence du capitalisme international. À l'époque, il a pu perdre des navires, des cargaisons. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il avait tout le temps besoin d'argent, qu'il courait toujours après l'argent, qu'il utilisait ses tableaux pour rembourser ses dettes, pour garantir des emprunts? Enfin bon, pourquoi un tel besoin d'argent? Bon, bah, d'abord, il faut entretenir cette troupe énorme d'ouvriers. Ils sont logés chez lui, hein, dans sa très, très grande maison.
Et en plus, il y a l'ostentation. Alors, on dit souvent que Rembrandt aimait les vêtements de luxe et faisait preuve d'énormément d'ostentation. Bon, bah, il n'est vraiment pas le seul. Et je vous renvoie à l'excellent documentaire sur Arte, sur Vermeer et les chapeaux, le chapeau de Vermeer, ça s'intitule, et c'est sur le marché du castor pour faire des chapeaux de luxe à l'époque de Vermeer. Donc, c'est un tableau de Vermeer qui représente un personnage masculin avec un chapeau en castor. Et ça renvoie à tout un circuit capitaliste, disons, de production de fourrure, de production, importation de fourrure. Le documentaire montre très bien comment ce marché du luxe est vraiment lié au capitalisme naissant. Je vous rappelle, le capitalisme naît à peu près au XIe siècle et se développe déjà fortement au XIIIe siècle, principalement dans les grandes villes italiennes comme Venise, Gênes, etc. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas spécifique, c'est pour conclure, hein, c'est pas spécifique de Rembrandt, cette marchandisation de la peinture à l'époque. La peinture est à la mode, c'est vraiment, comment dire, un objet qu'on consomme. Et ça, on le sait parce qu'on a des inventaires des biens des paysans. D'ailleurs, même les paysans ont des tableaux, hein, tout le monde en a. Les tableaux s'achètent dans des foires, dans les marchés. Vous avez tout le temps des grands marchés, des foires, une sorte de foire internationale, enfin des foires qui vont de ville en ville, vous voyez. Et c'est pas si cher que ça. Enfin, ça dépend les tableaux, mais tout le monde a des tableaux. Les commerçants en mettent dans leurs vitrines, les particuliers friment en mettant dans les pièces qu'on voit depuis la rue, vous voyez, de façon à éblouir les passants. Naturellement, tout ce qui est commerce, boucher, boulanger, artisans, cordonniers, etc., ont des tableaux pour valoriser leur commerce. Et même les paysans en achètent pour leur salle à manger. Alors, les thèmes, c'est des paysages, hein. Vous pensez à l'hiver, hein, vous savez, des tableaux comme l'hiver, des bateaux, des scènes bibliques, toujours mises à la sauce familiale. Vous avez des enfants, vous avez des jeux, vous avez des tavernes, enfin, tous ces thèmes-là. Et ce qui est frappant aussi pour nous, c'est qu'on n'est pas du tout dans un système à la Félibien. Je vous avais parlé, hein, le système qui veut que tout en haut, il y ait la fable, comme on dit, c'est-à-dire la mythologie, la peinture d'histoire, et puis encore au-dessus, vous avez la Bible. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais il y a la Bible, la fable, donc la mythologie grecque, l'histoire, et puis ensuite ça commence à dégringoler. Il y a des paysages, il y a des scènes de genre, il y a des scènes de fleurs. Enfin, tout ça est classé minutieusement de façon à valoriser certains types de production comme supérieurs. Une scène biblique sera largement supérieure à un paysage et un paysage sera supérieur à un tableau de fleurs, hein. Vous voyez comment il y a aussi le portrait qui se place quelque part dans ce système. Enfin, on a un système comme ça très rigide. Alors que là, et pourquoi on a ça? Parce que dans le système français à la Félibien, ça s'écrit F-E-L-I-B-I-E-N, avec un accent aigu, hein, Félibien. Bon, bah, en fait, dès qu'on sort des institutions et qu'on est dans un système marchand, comme c'est le cas, ce qui compte, ce n'est pas la gloire de la Bible ou de la mythologie, ce qui compte, c'est le goût du public. Et finalement, c'est le public qui... On est directement en train de vendre des tableaux au public, hein, on n'est pas du tout dans une logique institutionnelle. Alors, par exemple, le prix d'une belle toile avec un beau sujet, ce serait à peu près 10 à 15 florins selon la taille, hein, d'après le livre d'Alpers. Ça représente quoi? 3 ou 4 jours de travail d'un tisserand. Donc, ce n'est pas forcément tout à fait donné, mais ce n'est pas non plus les prix astronomiques de l'art contemporain d'aujourd'hui, hein. Ce serait à peu près peut-être le prix d'un grand frigo. Je ne sais pas quelle comparaison on peut faire, mais enfin, disons, on n'est pas dans quelque chose d'absolument inabordable, d'autant plus que si la toile est considérée comme plus pauvre dans une sorte de hiérarchie implicite, par exemple le tableau de genre domestique, les scènes de taverne, des portraits qui font semblant d'être un portrait de servante et qui en fait sont un portrait de prostituée. Bon, vous voyez, là tout de suite ça tombe, hein, le prix. Ça peut être 2 à 10 florins, autrement dit une demi-journée de travail d'un tisserand, pour donner toujours cette même équivalence. Alors c'est pourquoi les peintres sont dans une démarche de production. Ils veulent en produire le plus possible en un temps record. Et c'est seulement pour certaines valorisations de luxe de certains peintres très connus que les prix grimpent, parce qu'ils sont très demandés et du coup les tableaux sont considérés comme plus désirables parce qu'ils sont rares. Enfin, d'ailleurs, Rembrandt entretenait lui-même un marché de la rareté avec des systèmes de gravure. Il faisait des gravures, il se les rachetait lui-même à un prix astronomique pour faire monter les prix. Enfin, on est en plein dans ce système-là. Il faut bien comprendre que c'est ça, hein, la peinture flamande.
Alors, pour donner une idée, un Vermeer peut se vendre jusqu'à 600 florins. Vermeer n'a pas peint énormément de tableaux, hein, il en a peint pas mal, mais pas tant que ça, en somme. Et ça pouvait aller jusqu'à ce prix-là. Et alors, on me dit, ah, mais c'est astronomique, Rembrandt touche 1600 florins pour sa ronde de nuit. Eh ben, est-ce que c'est si cher que ça? Bon, je ne dis pas que c'est donné, mais quand même, c'est pas si énorme, sachant que le tableau est de taille gigantesque. Et à l'époque, il y a vraiment une notion de mètre carré, hein, de toile. Et alors, c'est assez frappant de voir qu'effectivement, aujourd'hui encore, les tableaux qui ne sont pas cotés en art contemporain sont vendus, si j'ose dire, au mètre carré. C'est-à-dire, plus la toile est grande, plus le tableau coûte cher indépendamment de la quelconque valeur. D'ailleurs, qu'est-ce que la valeur de la peinture, hein? Donc, vous voyez, on dit toujours que le système marchand critique, c'est-à-dire où le tableau se vend et où des critiques le valorisent par opposition au système des institutions, des salons, des présentations publiques dominées par des instances d'État qui régnaient avant. Bon, on dit tout le temps que ça commence au 19e siècle en France, à cause du bouquin des White, du couple White, ça s'écrit comme White en anglais, W-H-I-T-E. Oui, je crois que c'est ça, White, oui, je ne l'ai pas en tête, mais bon, voilà. Donc, on dit toujours que ça commence au 19e. Bon, ben là, on a un exemple flagrant de marchandisation des tableaux qui date vraiment de bien avant, en Flandre, au XVIIe siècle. Donc, je vais vous présenter dans la vidéo suivante quelques peintres et afin d'approfondir un peu cette présentation générale. Voilà, donc je vous remercie.